Ouais, je suis pas expat. Ouais, ça va marcher. Alors, vous avez vu 117 diapos en 15 minutes. Ça va le faire. Chef, ou tu sors ou je te somme, il faut prendre une décision. Un peu Dickeneck. Alors bonjour. Alors qui je suis? Moi je m'appelle Fabien Vanier, donc je suis argentiste. Je suis du Nord, hein, pas complètement de la Réunion. Vous avez vu les moules. En 2017, on est arrivé en famille à La Reune. Il n'y a pas de filtre, hein, c'est magnifique. Et donc d'abord Saint-Benoît, puis ensuite Saint-Denis. On a besoin de vous. J'ai des postes. 3 ans de bonheur à la commission risque qui m'a beaucoup aéré, ça m'a fait du bien, une super ambiance, c'était bienveillant. Merci patronne, merci à vous toutes et tous. On n'avait pas parlé de moi. Alors, j'ai des conflits d'intérêts. Ouais, c'est beau, mais c'est loin. Hein. Donc voilà, j'ai absenté, m'a payé le billet. Et j'ai fait quelques photos avec ChatGPT, c'est pas dire si c'est du conflit, mais est-ce que c'est important la décision en médecine d'urgence? Alors, en fait, rien que l'année dernière, il y avait 3 ou 4 coms là-dessus, et je me suis dit comment on va faire différent. Eh ben, je suis allé chercher un article, pas de docteur, de Biomed, qui résumait tout en fait. L'afflux massif de malades, est-ce que les urgences sont saturées chroniques, est-ce qu'il y a des flux, c'est quoi la gestion? Pour tout ça, il faut faire une décision rapide et coordonnée, et peut-être mettre des solutions intégrées. Alors, d'abord, on va parler de saturation chronique. Est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a des flux croissants? Si on prend la dernière étude, finalement, ça fait que monter, hein, plus 13% en 10 ans. Ça fait une admission toutes les secondes et demie. Ça fait 70 entrées depuis que j'ai commencé le topo. Enfin, on s'y met. Et finalement, la moitié des patients restent plus de 3 heures en 2023. Donc c'est plus 45 minutes. Alors, surtout quand il y a de l'UHCD, hein, qu'on fait ce qu'on a fait à la commission risque, c'est une super commission. Alors, zéro valeur de preuve, hein, complètement contre-intuitif, mais moi quand j'ai commencé, la tropo c'était long, puis ensuite, vous voyez, cycle de tropo c'était 6 heures, donc DMS 2h15, puis on est passé au cycle de tropo 3 heures et DMS 3 heures. Bon, rien à voir, mais c'est bizarre. Donc, gestion des entrées-sorties. Qu'est-ce qu'on fait pour la gestion des entrées-sorties? Ah, Francis, c'est dans la salle, c'est cool. Donc, gestion des entrées, ça c'était à Valenciennes. On dit aux gens, venez pas, ça sert à rien, prenez du Doliprane, faites le 15. Donc ça, c'est de la régulation. On régule, on fait le 15. Mais finalement, c'est parce qu'on n'est pas assez aux urgences, on serait plus au 15. Moi, j'ai jamais compris ce truc-là. On fait de la réorientation. Ça, c'est déjà mieux. Et il y a des outils qui existent maintenant. Et moi, j'aimerais bien qu'on teste chez nous. Alors, gestion des sorties. De quoi on parle finalement? Est-ce que c'est on entre ou on sort de l'hôpital, bien sûr. Chef, ou tu sors ou je te somme, il faut prendre une décision. C'est pour le comique de répétition. Moins, finalement, on hospitalise moins qu'en 2013. Bon, chez nous, pas. Hein, chez nous, mais bon, après, autour de nous, il y a de l'eau et des requins, donc c'est un peu compliqué. Donc chez nous, on a mis en place la cellule d'ordonnancement. C'était top. On nous a dit, vous allez voir, ça va changer votre vie. Pas du tout. Pas du tout. Mon jet d'urgence se casse la gueule. Et donc, il faut prendre une décision. Je sais pas ce que moi, je déteste qu'on finisse par belle journée, donc j'en ai trouvé un, j'étais content. Belle journée. Le mail finissait par belle journée. Comment on fait? Il faut prendre des décisions rapides et coordonnées avec des outils de priorisation, une organisation flexible. Ok. Donc le collège américain a montré un truc, c'était intéressant. Ils ont mis en place en cas d'afflux massif un système de médicalisation rapide. Tout le monde était content. Et de manière bizarre, en fait, ils étaient très contents parce qu'ils arrivaient à avoir plus de patients par unité de temps. Mais globalement, ça ne changeait pas la durée, ça a même augmenté la durée de passage aux urgences. Et puis, il y a un super article dans l'AFMU en 2017 qui fait tout le topo, finalement. On prend des urgentistes, un panel d'experts, de caméra frontale. Moi, j'aurais trop aimé faire partie de cette étude. Et on dit quoi? On dit que c'est le résultat intuitif qui est dominant. Finalement, déclenché avant même la rencontre avec le malade. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il a avant d'aller le voir. Ça fait un peu, je sais pas. Moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Et alors, c'est le réseau, vous savez, un système 1, système 2, Kahneman, etc. Il y a même système 2 bis que je sais depuis ce matin. Et finalement, 2 à 4 données cliniques nous suffisent en contextualisant pour générer une hypothèse. On a tous compris ce qui leur arrive. Ils sont bourrés, on est d'accord. Et en fait, ça c'est Pénélope, ma fille, qui tire mieux que moi.
c'est souvent trouvé tôt et c'est validé par la clinique. Il y a mal dans sa poitrine, un de ces gens, ses patrons, il ne ferait pas une tropo. 500 de tropo, allez, on a compris. Et la gravité perçue va orienter la démarche. Également, on filtre les données, même si parfois ça a l'air séduisant, mais on filtre. Alors, voilà, il y a le double processus, c'est l'influence, les stéréotypes, etc. Bon, bah ça c'est nous, ok, d'accord. Et ailleurs, bah, c'est les pédiatres qui avaient fait un papier super intéressant. Et finalement, si vous voyez le dernier, développement rigoureux en 4 étapes, ça fait vachement PDCA, vous savez, la route d'Heming. On essaie de mettre en place, c'est un peu plus... c'est plus structuré. Et vous avez les internistes qui se sont penchés sur la question du doute et de l'incertitude, déjà en disant que c'est présent tout le temps. Donc même Dr House a des doutes et des incertitudes. Et si elle est mal gérée, ça fait du stress, des erreurs. Donc il n'y a pas que nous qui parlons de ça. Et il faut se former à l'incertitude. Donc ça, je rejoignais Evelyne. Formation tout le temps, simulation tout le temps. Est-ce qu'on parle de biais? Ben oui. Christian Jacob, qui est un sociologue extraordinaire, je vous encourage à lire ses livres, c'est absolument passionnant, qui montre que finalement, la prise en compte prioritaire du facteur humain et de la compétence, ça doit prévaloir sur ce qui régit les dogmes, surtout à l'hôpital. Des règles, des procédures rigides, si vous travaillez au SAMU, vous savez ce que je veux dire par là, et des évaluations quantitatives, du chiffre, du chiffre, du chiffre et encore du chiffre. Oh. Sorry. Alors, ce papier qui était très très chouette, qui disait comment sortir de cette histoire système 1, système 2. Ben, finalement, comme la majeure partie des soucis viennent de raisonnements biaisés, comment on fait? Ben, on s'arrête, on prend le temps, on en parle, on réfléchit et après on agit. Ouais, mais dans cet environnement-là, quoi, avec la pression extérieure des événements. Pression des événements. Alors, bah oui, je suis à La Réunion, dans l'hémisphère sud, à côté de Madagascar, donc c'est un pays tropical. Ça, vous voyez Richard qui est au fond de la salle. Et ça, c'était Bellal l'année dernière. Ça, c'est Garant cette année. Ça, c'est derrière l'hôpital. Donc il faut prendre des bonnes décisions. Et puis il y a le chikungunya, et puis il y a la dengue, et puis il y a le ras-le-bol de tous. Ça, c'est une com que j'avais reprise de ce dont j'avais parlé lors d'un webinaire en disant, ben voilà, à la fin, la résilience, etc., c'est de la connerie, quoi. Ça nous épuise tous. Ce qui tue pas nous rend plus fort, il n'y a rien de pire, quoi. Ce qui tue pas, ça nous tue un petit peu plus à chaque fois. Et puis la pression des risques. La pression des risques, elles sont toutes là. C'est de modérer avec Mathias, on n'arrive pas à parler. Et l'erreur humaine, on sait tous, le modèle de James Reason qui fait que si les trous sont alignés, ça fait un gros trou. Et Reliance, qui est un des assureurs, qui montre que de quoi on parle. Il y a une augmentation linéaire des réclamations et la médecine d'urgence, ça fait 12%. Et également, vous avez le pape de la HAS, qui est monsieur, j'ai oublié son nom, Amalberti, qui place la médecine d'urgence dans les activités aussi risquées que l'ULM. Et j'ai été durement touché parce que mon instructeur a perdu la vie il y a 3 ans. Alors, risque et erreur, c'est quoi? Finalement, on ne peut pas s'empêcher de mettre l'aérien et puis... je ne sais pas conduire ça. C'est l'aérien et puis la médecine, finalement. Même niveau de compétence, même niveau de risque. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cet article aux US en 2000, où là les Américains, et finalement le monde entier, parce que quand les Américains font quelque chose, on pouvait mourir d'une erreur médicale. C'était la 8e cause de décès à l'époque, c'était un Boeing 747 qui s'écrase tous les 2 jours. Parlons un peu d'aérien. Dans l'aérien, en fait, jusque fin des années 70, début des années 80, on a cherché à supprimer l'erreur chez l'humain. Sauf que errare humanum est, ça date du latin, ça date pas d'hier. L'humain fait des erreurs. Errare humanum est, l'erreur est humaine. Et du coup, ce qu'on a cherché à faire, c'est à comprendre pourquoi on fait des erreurs. Et si on comprend pourquoi on fait des erreurs, on pourra peut-être mieux l'appréhender. Et ce qui est encore plus important, c'est 1, d'accepter qu'on fait des erreurs, et 2, qui est aussi important, c'est de savoir les détecter pour pouvoir les corriger. Mais en premier lieu, il faut accepter que l'humain fait des erreurs. Et c'est quantifié dans l'aérien, je pense que c'est l'humain d'une manière générale. Si on compte en nombre d'erreurs par on fait entre 7 et 8 erreurs par heure par humain. Donc ce qui est important,
les détecter pour pouvoir les corriger et ne pas arriver à ce qu'on appelle dans l'aérien une situation indésirée de l'aéronef. Alors, situation indésirée de l'aéronef, j'en ai une il y a 3 semaines. L'avion a bouffé des oiseaux et puis on a dû faire demi-tour, sinon on était tous morts. Alors, il dit quoi le pape de la sécurité à la HAS? Est-ce qu'on a fait des progrès globalement au niveau de la sécurité sur des domaines locaux, l'affection sur cathéter, mais globalement, non, on n'a pas fait de progrès. Et à chaque fois qu'on parle des urgences, dans les médias, c'est pour parler d'un problème. Et ça, c'est vraiment l'emballement médiatique. Alors moi, je vis sur une petite île où il y a des réseaux sociaux, où il y a une radio, il y a des reporters, des journalistes à qui je parle pas parce que c'est pas des reporters, de journalistes et qui racontent n'importe quoi. Alors, maîtrise des risques. Moi, je suis médecin du RAID, Réunion, j'ai cette grande chance. Et leur méthode, c'est ça. En fait, c'est la situation, l'anticipation, contre quoi, comment, avec qui, avec quoi, et où est-ce qu'on en est. Tout le temps. C'est important, sinon, en face, ils ont des hostiles. Et dans l'aérien, c'est ça, c'est le FORDEC, les faits, l'option, le risque, la décision, l'exécution, le contrôle. Et un de nos pilotes d'hélice mur dit qu'à chaque fois qu'il touche un bouton, à chaque fois il se fait ça. À chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que j'attends de l'action? Et bien finalement, est-ce qu'il y a des solutions intégrées? Ouais, quelques-unes quand même, l'IA. J'adore. Bon, pardon. L'OCDE a dit finalement que automatiser avec l'IA, ça ferait 36% d'activité des services de santé. Ça va dégager du temps pour les soignants. Alors je repasse encore de Mathias, que j'aime beaucoup, et il a dit quoi? Il y a un truc très vrai, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du centre patient, on fait souffrir les équipes. Et ça, c'est exactement ce qui se passe. Donc moi, je me méfie. Il y a pour les urgences, c'est un papier iranien qui a montré où est-ce qu'on peut être utile. Au tri, à l'interprétation des données numériques, à l'interprétation des images, au risque et à la métrique. Alors, il y a un truc qui est incroyable, c'est une société suisse qui a mis ça en place, c'est à Valenciennes, et ça prédit combien ils vont faire d'entre elles le lendemain et la typologie. Moi, ça m'a flingué, et c'est vrai, parce que c'est mon pote Antoine, donc il ne va pas me raconter des bêtises, donc c'est vrai, ça existe vraiment. Bon, je vous passe, ça c'est pas des articles, c'est presque des pubs, mais pour dire que ça existe. Et puis finalement, ça c'était un truc génial, c'est une étude avant-après, bon ça vaut ce que ça vaut, et il y a un biais de sélection parce que finalement les Toubib ils étaient promoteurs, mais ça a montré que l'IA permettait à peu près 2% de réduction de mortalité hospitalière dans la détection de sepsis. Alors l'IA c'est génial. Je sais pas, moi, quand j'ai fait ma com, on m'a demandé si j'étais un robot, moi ça m'a flingué, mais non, pas du tout. Non, c'est pas moi. Je suis pas un robot. Vous avez tous entendu parler de ce truc sur JAMA qui montrait que finalement c'était des discours sur Reddit et l'IA donnait des meilleures réponses, jugait meilleures réponses et plus empathiques que les docteurs, même les dentistes. Si, je vous jure. Oui, mais. Il y a ce papier formidable qu'a fait Edouard, qui montre que finalement, il faut faire attention parce qu'il faut bien entraîner. Si vous l'entraînez mal, votre IA, vous faites des bêtises. Et regardez, cette slide que Jérôme Alain Area, qui a une start-up dans l'IA, m'a montré, si vous entraînez votre IA en disant que ceux qui sont au fourneau, c'est des dames, lui, c'est une dame, forcément, il est au fourneau. Et si vous entraînez votre IA en disant qu'un animal sur un ciel bleu, c'est un oiseau, et sur un ciel vert, c'est un lapin, vous prenez une photo de lapin qui saute, et c'est un oiseau. Donc c'est ça, la calibration en fait. Et là c'est pareil, vous pouvez les leurrer. Alors ça c'est des t-shirts ou des pulls un peu spéciaux pour ne pas être reconnus dans des situations un peu totalitaires. Vous faites la même chose. Et en haut, en bas, en haut c'est des lésions différentes et en bas c'est que des mélanomes. Alors, l'IA, vous voyez, le mec qui a fait ChatGPT, il dit « j'ai fait ça pour sauver le monde » et les gens ils font des photos Ghibli. Ouais, c'est mignon, mais ça consomme 3,5 litres d'eau à chaque fois qu'on en fait une. Et Hayao Miyazaki, il n'est pas content. Et ça coûte beaucoup d'énergie. Donc en conclusion rapide, la conclusion je l'ai fait sur la revue française de gestion. Ce n'est pas du tout des docteurs, mais ils ont étudié les urgentistes qui disent quoi? Qui disent finalement on initie, c'est le poids de notre expérience qui est importante et on est capable de prendre des décisions rapides en contexte instable, incertain et contraint par le temps. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'IA. En fait, on aura toujours du boulot, quoi. Notre valeur ajoutée, c'est nous et notre capacité à la prise de décision en environnement hostile. Ça tombe bien parce que l'avenir, c'est ça, c'est mes filles, j'espère. On croise les doigts, c'est le résultat tout à l'heure ou demain. Merci de votre attention.
Merci pour l'efficacité de ton topo, dynamique. J'ai décidé. Des questions dans la salle? T'as séché tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais toi, dans ton quotidien, finalement, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour prendre des décisions dans la vraie vie du quotidien? Dans la vraie vie, des scores de temps en temps. Moi, j'aimerais... en fait, on est au sud de la Réunion. Donc, au sud de la Réunion, il y a des 3 trucs historiques, comme par exemple que le côté hors traumato, petite traumato, c'est 2 chirurgiens, des vieux chirurgiens qui le font. Mais ils vont bientôt être en retraite. Ce qui fait que c'est une double peine. C'est des chires, donc c'est des pointures. Ils te la voient tout de suite, la petite fracture. Mais ils sont bientôt à la retraite. Et donc, ils sont là à 2, ils sont là tout le temps. Donc, nous, on ne fait jamais la traumato. Et voilà, donc quand ils vont être à la retraite, on va faire comment? Ça va être un peu plus compliqué encore que ça n'est. Donc j'espère avoir Glimmer, mais bon, il y a la DSIO, c'est du pognon, c'est du temps, c'est compliqué, tu comprends, on est en déficit, machin, puis il y a le GHT, etc. Ce que j'utilise au quotidien, c'est notre bon sens, c'est l'échelle de triage, c'est ça notre... moi, on utilise l'équipe, quoi. C'est ça le truc, c'est l'équipe. Pour moi, il n'y a rien de plus important que le fait d'en parler ensemble, quoi. Quand je ne sais pas, je fais écoute, je sais pas, je sais, je t'en pense quoi, qu'est-ce que tu feras à ma place et tout, vas-y, explique-moi. Il y a que ça. Mais j'y crois à fond, hein. L'IA, j'en suis sûr. Le LGI, j'en suis sûr. La dictée vocale, en fait, moi, je passe plus de temps à corriger qu'à dicter, parce que ils nous ont pas pris le bon module, je pense. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est nous. C'est que des fois, les décisions sont prises de manière complètement pragmatique. Donc, il faut être là tout le temps, même si ça fait chier les réunions. Faut y aller pour dire non, je pense qu'éventuellement, si on essayait ça, ce serait quand même vachement sympa. Puis quand on est ultramarin, il faut venir ici pour avoir d'autres idées, confronter ses points de vue, puis revenir dire attends, tiens, on n'essaierait pas ça et tout. C'est comme ça, quoi. Puis de toute façon, il faut le faire, quoi. On n'a pas le choix, c'est la mission. J'entends, mais alors c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis j'ai pas vraiment les moyens ou ceux que j'ai ne fonctionnent pas comme il faut et je compte sur l'équipe. Est-ce que tu as réussi à le protocoliser? C'est-à-dire que chaque prise de décision sur les malades, c'est forcément un groupement de plusieurs docteurs qui décident ou qui staffent le malade ou qui font un cross-check ou qui prennent une décision à plusieurs parce que... alors je te parle pas de la petite entorse de cheville, quoique on pourrait se dire aussi que l'entorse de cheville, il y en a un deuxième qui revoit la radio pour être sûr et tout ça. Alors on a essayé parce que j'étais allé passer une journée chez Enrique Casalino à Bichat et ils font un stop tous les jours à 16h. Moi, je trouvais ça génial et on n'a jamais réussi à le mettre en route. J'étais à Saint-Benoît avant, puis il y a toujours des contingences, des trucs, c'est compliqué, puis c'est dur à faire. Et puis surtout, c'est la conduite au changement, elle est un petit peu compliquée. Enrique, elle a beaucoup de qualités et un petit peu punch, peut-être que ça aide un peu. Moi, je suis peut-être un peu moins punch, mais c'est tous comme ça, hein. Je ne me changerai pas. Et je pense que ce serait pas mal une protocolisation en disant un peu comme une LATA, quoi. Parce qu'on en parlait hier. Chaque décision présumée comme importante, on la prend à 2, au moins. Mais on le fait naturellement, en fait. On le fait naturellement. Je suis une espèce causante, vous voyez. Donc. Pour accrocher un petit peu avec le flux aux urgences, on se dit intuitivement, plus je vais prendre de décisions, plus elles seront vite, plus j'en prendrai à la minute, et plus je pourrai dégager, monter dans les services ou renvoyer à la maison. Donc je vais gérer mon flux plus vite. Mais finalement, tu nous dis un peu l'inverse. Tu nous dis plus, en fait, on prend notre temps, plus on va prendre une décision en profondeur, voire discuter à plusieurs. Et là, on va améliorer plus les choses, finalement. Ouais, moi, j'en suis persuadé. C'est contre-intuitif, finalement. Ouais, comme beaucoup de trucs. Mais ouais. Parce que finalement, quand on décide, on l'a vu, on décide et c'est toujours sur un examen complémentaire ou un truc. On va faire ça, ou on ferait pas un truc en plus. Ah si, ok, d'accord. Et puis, ça... C'est contre-intuitif, mais moi je suis intimement persuadé qu'il y a 2 choses qui vont changer notre vie. C'est la pédagogie des malades, comme on entendait hier, hein, c'est réussir à un moment donné à dire voilà, le non programmé c'est pour le non programmé, l'urgence c'est pour l'urgence, et l'IA quand même, bien sûr l'IA quand même, pas pour faire ma tronche en gibli, mais l'IA quand même. Je vous ai épargné le Wes Anderson, ça m'a fait trop peur. Eh ben merci beaucoup, on va passer... il y a encore une question? Vas-y. Au micro, s'il vous plaît. Outre la simulation qui demande un peu de logistique et de cahier des dates, d'aligner des agendas, etc., est-ce que pour vos apprenants, vous avez d'autres formats de formation ou d'entraînement à la prise de décision en incertitude?
Alors, à la prise de décision en interstitut, pas forcément comme ça, mais on fait des quick formations. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place, alors c'est pareil, il faut réussir à trouver le temps, le bon docteur, le bon mode, etc. Mais faire des petites formations, un quart d'heure, 20 minutes, tiens, à propos de ça, on ne ferait pas ça, sur tout un tas de thématiques. Et au final, c'est cette logique d'entraînement qui fait qu'à la fin, déjà, oser dire je sais pas et oser demander. Moi, je dis je sais pas tout le temps, j'ai fait répondre je sais pas, mais à ta question, mais... Merci à tous et encore une fois, merci à la commission risque, you're the best.